Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. L'échec des négociations sur le dialogue social ont donné le ton. Les partenaires sociaux tentaient pourtant de trouver un accord depuis l'automne. Manuel Valls doit les recevoir d'ici une vingtaine de jours pour décider des suites à donner à cet échec. Chômage record, mouvements sociaux divers, pouvoir d'achat en berne. Le climat social est loin d'être serein. Nous avons intitulé cette émission « Les syndicats retrouvent la rue ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de la CGT, les cadres et techniciens. Vous êtes en fait l'une des dirigeantes nationales de la CGT. Geneviève Roy est-elle vice-présidente de la CGPME où elle est en charge les affaires sociales. Vous êtes vous-même chef d'entreprise dans l'hôtellerie en région parisienne. Bernard Vivier est lui directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes professeur par ailleurs à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Enfin, Michel Godet est économiste, président fondateur du Cercle des entrepreneurs du futur. Et votre livre à succès, Libérer l'emploi, vient de ressortir en format de poche chez Odile Jacob. Dites donc, ça commence très mal cette année en termes de dialogue social, Bernard Vivier, parce que voilà, on discute pendant 6 mois et ça se termine sur un clash. Oui, ça se termine sur un clash. Il faut tout à fait relativiser ce clash. Ah bon? Oui, il a été présenté comme un clash. En fait, d'abord, dans les entreprises... Ils ne se parlent plus. Non. Pour l'instant, mais c'est tout à fait temporaire. Premièrement, dans les entreprises, il y a beaucoup de négociations. Excusez-moi, le dialogue muet, c'est intéressant, le dialogue muet social. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une négociation imposée par la puissance publique. François Hollande a fait du Nicolas Sarkozy. Il a dit en juillet aux partenaires sociaux, vous négociez et je veux ramasser la copie le 31 décembre. Si vous n'avez pas ramassé la copie, si vous n'avez pas rempli la copie, moi je ferai une loi ou des ordonnances. Les partenaires sociaux ont négocié sur la négociation sociale. C'était vraiment un sujet entre eux. Et sous la pression du gouvernement, qui n'a pas arrêté de leur dire « alors vous en êtes où, vous en êtes où ?» 31 décembre, ils n'avaient pas fini, ils ont eu 15 jours de grâce. Le président de la République leur a dit « vous allez finir jeudi ». La copie n'était pas finie, ils ont rendu une copie imparfaite, l'accord n'a pas eu lieu, et le gouvernement aujourd'hui est très embarrassé. Pourquoi? Parce que cette négociation, elle appartient aux partenaires sociaux. Pourquoi l'État s'est mêlé de cela? Ce n'était pas son rôle, c'est là le problème. Il ne faut surtout pas demander à des gens qui négocient où ils en sont. C'est quand même paradoxal, non? Non. Le marché du travail, c'est l'affaire des partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats. C'est-à-dire que la forme normale de la régulation sociale partout en Europe, c'est la négociation, c'est pas la loi. Oui, mais voilà. Et c'est dans les livres. Non, c'est pas dans les livres. Non. Partout en Europe, c'est la négociation, c'est ni la pagaille, ni la loi du marché sauvage, ni la loi, c'est la négociation, c'est l'accord. Et quand on a bâti des accords, on a évité la pagaille et la libre loi du marché. Et la loi étatique. Donc je vous dis, ça commence très mal. Vous me dites oui, mais c'est la faute de l'État qui n'aurait jamais dû s'en mêler, je vous ai bien compris, et qui a fait pression pendant la durée des discussions. On va y revenir parce que je vois il y a quelques petites têtes qui dodelinent. Vous savez, en quelques mots, rappelons juste pour nos téléspectateurs, parce qu'on en a parlé, quand on dit la conférence sur le dialogue social, on voit à peu près de quoi il s'agit, mais quel était le propos initial et quels étaient les buts globaux à l'arrivée, en quelques mots? Bon. Et en quoi ça aurait pu aider à changer, voire à moderniser, puisque c'est quand même le propos, le paysage social et les rapports sociaux dans notre pays. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant? Oui, le sujet est important et le gouvernement a eu raison d'inviter les partenaires sociaux à discuter. Là où il a eu tort, c'est de dire je suis jugulaire et vous allez me remplir la copie et sur les paragraphes de 6 mois, c'est jugulaire. 4 mois. Non, 4 septembre, octobre, novembre, décembre. Mais je sais pas, sur une négociation. On vient d'avoir le chiffre. Alors le chômage, je vous en parle pas, ça va être le premier reportage. On vient d'avoir le chiffre des défaillances d'entreprises dans notre pays. Si vous voulez, je veux bien que vous me disiez, il n'y a pas de temps. On peut se permettre de perdre du temps. Mais enfin, non, du temps, c'est quelques mois. Yves Calvi, c'est quelques mois. Les délégués du personnel, ils ont été créés en 1936. Les comités d'entreprise en 1945, et ainsi de suite. Visiblement, il y a des choses à réviser. On a besoin de réviser, mais bien sûr. Mais les partenaires sociaux ont besoin de temps pour s'affûter entre eux. Nous, à l'Institut supérieur du travail, on en a rencontré des négociateurs qui nous ont dit en décembre, on va peut-être un échec, mais on n'aura pas perdu notre temps. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a fait mûrir le sujet. D'ailleurs, le sujet, il a démarré sur quelque chose de très crispant. Là, ça devient le Dalai Lama, là. Tout va mal, donc tout va bien. Non, on a démarré sur les seuils sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on a bien avancé. Cette négociation, elle reprendra. D'une façon ou d'une autre, elle reprendra. Parce que c'est un vrai sujet. Et pendant ce temps-là, le compteur à chômeurs tourne. Il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de lien. Très bien. Autour de cette table, je crois être la seule à participer aux négociations.
Oui. Donc, clairement, on a effectivement, en septembre, eu une lettre d'orientation du gouvernement qui était extrêmement encadrée. On avait tous les points que nous devions regarder, avec quasiment les solutions, et puis le délai, puisqu'on devait rendre notre copie dans les 4 avant la fin de l'année, et puis on a eu un peu de grain. C'est honteux de vous dire voilà peut-être ce sur quoi on pourrait travailler, parce qu'apparemment ces points-là vont pas très bien, et puis soyez gentils, mais mettez-y un petit peu de tempo. Dans ce cas-là, si vous bloquez tous les thèmes, on n'a plus, nous, aucune marge de manœuvre pour dire ce thème-là, finalement, peut-être que, vu des entreprises, parce que c'est quand même ça dont on parle, c'est le dialogue social dans les entreprises. Nous sommes et notamment dans les TPE-PME, puisque il y avait, comme d'habitude, et je pense que c'est ça aussi la difficulté, et pourquoi on est allé à l'échec. C'est l'échec de la méthode. Donc, corroborer l'analyse de Bernard Vivier. Et en plus, comme d'habitude, on a travaillé sur l'intégralité de toutes les tailles des entreprises, sans se dire que les grandes entreprises, ça ne se gérait pas de la même manière que des toutes petites, et on fait un texte qui balaye sans tenir compte de la taille des entreprises ni de la réalité économique de ce qu'elles vivent. Je termine mon tour de table. Michel Godet puis Sophie Binet. Alors, écoutez, moi, pourquoi ça échoue et est-ce que je suis pas d'accord avec mon collègue. C'est bien que l'État, quand il y a le feu dans la maison, il donne des délais en disant écoutez, ça ne peut plus continuer comme ça. Vous n'arrivez pas à vous parler, à faire avancer, à faire évoluer depuis 1936 des choses. Je vous donne un délai. C'est votre métier de vous entendre. Bon, c'est un peu comme dans un couple, essayez de vous rabibocher. Bon, mais c'est un peu ça. Et je trouve que, alors moi, je voudrais apporter un message optimiste. Pas nécessairement pour vous, apparemment, parce qu'elle a dit, je suis la seule à avoir été à la négociation, vu que ça n'a pas encore réussi. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi être fier. Oui, mais enfin, elle l'a vécu de l'intérieur, Geneviève Roy. Donc, oui, mais moi, elle est autorisée, elle est même prioritaire pour nous dire comment ça se passe. C'est juste histoire de sourire un peu. Il faut prendre les choses avec une certaine distance. Du point de vue, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, du point de vue du négociateur, ils considèrent qu'ils ont avancé. Ça a été salutaire. Il y a 8 jours, certains pensaient qu'on allait déboucher. On n'en est pas loin. J'ai lu des quantités d'analyses qui disaient on est à 90% de la réussite. Et donc, il faut parler du fond. Un mot sur le fond. Qu'est-ce qui était bien? Et qu'est-ce qui est bien? Parce que ça va ressortir. On a fait des pas, même s'il y a toujours des gens qui disent non tout en étant contents d'y aller. Je pense à la CGT, pas à vous, mais à la CGT. Bon, ou FO. C'est gros, ça. Le sens de la dialectique. Ah oui, alors c'est pas mal. Bon, terminé. Il y avait l'idée fondamentale, c'était d'assouplir, moins de réglementation, moins de bureaucratie, plus de confiance, moins de défiance, parce que tous ces comités hygiène et sécurité, ils peuvent faire des ST en justice, etc. Ça complexifie le système. Donc il faut fluidifier les relations. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de petites entreprises sans de représentants d'une certaine manière de défense des salariés, parce qu'on a aussi aujourd'hui un problème, c'est que nos syndicats qu'on invite ici et ailleurs, ils ne représentent que 7% des travailleurs jusqu'à nouvel ordre, essentiellement dans la fonction publique. Donc d'ailleurs, ils représentent 100% des salariés. Oui, légalement sur le papier. Non. Mais les parmi ceux qui votent signés par les syndicats s'appliquent à 100% des salariés. Ça, c'est une réponse réglementaire, non, pas une réponse pratique. Et surtout, la représentativité. Il y a combien de gens syndiqués parmi les travailleurs? Non, mais là vous êtes en train de dire des contre-vérités quand même. La représentativité des syndicats de salariés, depuis 2008, on a signé un accord pour faire en sorte qu'elle repose sur le vote. Donc elle ne repose pas, pour nous, sur le nombre de syndiqués, contrairement au patronat. Et donc le pourcentage de votants au prud'homme, voilà. Et puis après, il y a aussi les élections d'entreprises où les chiffres varient en fonction des entreprises, mais là, il y a des taux de participation qui sont importants. Il y a beaucoup de choses positives. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Et 25% sur 20 millions de salariés, le chiffre est beaucoup plus élevé. Pourquoi ça a échoué? C'était annoncé, je pense que ça intéressait les Français, et j'allais dire, il y a un peu de bon sens là-dedans. Alors, je veux bien votre analyse à vous aussi, Sophie Binet. Oui, parce que je voulais pas du tout parler de ça. Ce qui s'est passé n'est pas anecdotique, c'est rare. C'est la première fois depuis 1984, à ma connaissance, qu'on arrive à un constat des accords. C'est représentatif de l'état du climat social dans le pays aujourd'hui et du fait qu'aujourd'hui, le patronat ne veut plus négocier et veut tout passer par la loi comme il le fait dans la loi Macron aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvés en octobre pour discuter sur l'agenda social, c'est-à-dire de toutes les négociations qu'on aurait dans l'année. Nous, on souhaitait pouvoir négocier sur le chômage de longue durée, les jeunes, les discriminations, l'égalité femmes-hommes, les salaires. Tout ça nous a été refusé. Donc on a un agenda social dans lequel il n'y a quasiment rien. La seule négociation qui était inscrite, c'est celle-ci sur le dialogue social. Oui. Et puis, excusez-moi, il n'est pas illogique de se dire qu'en
passant par le dialogue social et en établissant des règles dont tout le monde serait satisfait, si jamais c'était le cas, après on puisse aborder tous les sujets dont vous venez de nous parler aussi dans de meilleures conditions. Ma question, c'est pourquoi on n'arrive pas à aboutir. Tout à fait. Et donc, justement, pour nous, il faut tirer les conclusions de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il faut revoir en profondeur les règles de négociation, notamment au niveau interprofessionnel, où c'est beaucoup trop dissymétrique entre les organisations de salariés et les organisations patronales. Je prendrai un seul exemple. On négocie tout le temps sur la base du texte du MEDEF. Donc, du coup, le rapport de force est complètement déséquilibré. On se retrouve systématiquement dans les locaux du MEDEF, avec le secrétariat du MEDEF, etc. Ça, c'est pas possible. Les dés sont faussés. Donc, il y a besoin de remettre les choses à plat pour avoir une vraie négociation équitable. Vous n'avez pas l'air d'accord, Bernard Villiers? Non, d'abord parce que de tradition, ça a toujours été dans les locaux du patronat qu'on négocie. Oui, et ça a toujours été le patronat qui a proposé un texte. D'accord, donc la voie de la tradition. Non, mais toutes les conférences de presse du président de la République ne sont pas obligées d'avoir lieu à l'Élysée. Mais toutes les organisations syndicales ne sont pas obligées de critiquer le MEDEF pour dire c'est le MEDEF qui fait le premier texte et ne jamais proposer, entre elles, un texte. Mais on propose toujours des Pardonnez-moi, juste une chose. J'ai fait plusieurs négociations où je suis arrivé avec des textes unitaires par les organisations syndicales et le patronat a refusé de travailler sur cette base-là. Cette négociation sur le dialogue social a fait l'objet d'une proposition de qualité dont je ne porte pas de valeur sur le contenu, c'est la CGT qui a proposé un texte cohérent. Mais toute la négociation s'est faite par rapport aux propositions patronales. Oui. Et le problème de cette négociation, c'est que les organisations syndicales sont aujourd'hui affaiblies entre elles et le monde patronal est également affaibli en son sein. On ne peut pas ne pas tenir comme révélateur, surtout quand on fait une émission comme celle qu'on fait ce soir sur le climat social, et on va voir après des dossiers très précis en commençant par le chômage, mais ce que vous êtes quand même en train de traduire de ce qui s'est passé montre que ça avance mal, ça avance peu, même si vous nous dites qu'il y a eu des conversations intéressantes. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Parce que le problème à l'arrivée, c'est est-ce qu'on va trouver des gens pour signer quelque chose? Juste une question, ça n'a rien de polémique, mais entre autres analyses faites de l'échec, les syndicats étaient soucieux de ne pas perdre des moyens dans cette fusion, puisque le propos est simplifié, donc je vais vous demander de réagir, et ils s'inquiétaient notamment de la baisse drastique de leur nombre d'élus. Alors, c'est vrai, c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est partiellement faux. C'est partiellement vrai. Non mais on ne peut pas réduire le dialogue social à cette négociation. D'abord parce qu'il y a eu d'autres négociations qui se sont passées, y compris au MEDEF, et qui se sont bien terminées, y compris, vous avez été signataire de texte, et mon organisation a été signataire de texte. Cette négociation-là, elle était un peu particulière, notamment parce que il n'y a pas que le MEDEF qui a déposé un texte, ni que la CGT. La CFDT a déposé un texte complet. FO a fait des propositions et c'était bien là la vraie problématique, c'est que nous n'avons pas en plénière eu le loisir de regarder ces textes parce que finalement pendant les suspensions de séance il se passait en bilatéral avec des organisations, certaines organisations et pas d'autres, et c'est ça qui a créé le malaise à un certain moment. Vous êtes en train de dire le MEDEF discutait avec la CFDT, du coup vous n'avez plus... Mais voilà, disons les choses, parce que si vos téléspectateurs... c'est la langue de bois, c'est exactement ça qui se passe. On a eu 11 heures de suspension de séance où il ne s'est rien passé et où on voyait bien que les discussions se passaient ailleurs, à un autre étage, et c'est ça aussi qui a fait que chacun n'a pas pu s'exprimer. Moi, dans la négociation, je n'ai jamais pu expliquer pourquoi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, avoir des salariés protégés avec des heures de délégation sans financement, ce n'était pas envisageable. On a compris qu'en tout cas, le climat n'est pas détendu, si on veut le dire à l'envers et gentiment. On passe au nombre de chômeurs, qui n'a jamais été aussi important en France. Presque 3,5 millions, c'est du jamais vu, je vous le rappelle. La promesse du redressement de la courbe est bien loin. Et très clairement, l'exécutif place la balle en ce moment dans le camp des entreprises. Pourquoi pas, répond le MEDEF, expliquant que pour cela, il faut de la croissance. Bref, chacun, comme d'habitude, se rejette la faute. Les prévisions de l'UNEDIC, elles, sont loin d'être optimistes pour 2015. Barbara Steck et Joël Lefebvre. Nouvelle année noire pour le chômage. Au 31 décembre 2014, la France comptait près de 3,5 millions de chômeurs. Un record. Hier, ils étaient une poignée à s'être réunis pour clamer leur existence, flambeaux à la main. Le symbole est multiple. D'abord,
Les chômeurs sont dans la nuit, donc ils essayent d'allumer un peu une lumière pour montrer qu'ils existent. On est vraiment sur la thématique aujourd'hui, on va beaucoup nous parler des chiffres du chômage, la courbe du chômage, etc. Chômage, chômage, chômage. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que le chômage, c'est surtout des chômeurs, des hommes, des femmes qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, dans la précarité, d'ailleurs dans tout ce qu'on veut, qui sont face à une institution qui, la plupart du temps, les méprise et les met en grande difficulté, encore plus qu'ils ne le sont. Et donc, c'est un peu le symbole, les chômeurs existent, les chômeurs veulent se faire voir. Les chiffres du chômage, parlons-en. Le rassemblement est à l'initiative du Mouvement national des chômeurs et précaires. Miné une fois de plus par les mauvais chiffres, le représentant de cette fédération est désabusé. Ce qu'on regrette, c'est que le gouvernement soit un peu dans une attitude où on a l'impression qu'ils attendent une hypothétique amélioration un peu surnaturelle, irrationnelle de la situation de l'emploi. L'inversion de la courbe du chômage. Promesse d'un quinquennat qui ne se réalise pas. Plus 0,2% en décembre. 11 mois de hausse sur 12 et au total 189 100 chômeurs de plus pour l'année 2014. Le chômage augmente pour toutes les catégories d'âge, mais les plus durement touchés sont les plus de 50 ans. Et le nombre des chômeurs de longue durée, lui, explose. 2,2 millions. Une déconvenue pour la politique du gouvernement, que le Premier ministre tente de justifier par une mauvaise conjoncture économique. Vous avez une croissance très faible en France et sur l'ensemble de la zone euro, partout. Quand cette croissance ralentit, y compris en Allemagne, il ne faut pas s'attendre à des miracles et à des résultats. Même si nous faisons tout, et nous avons tout fait pour répondre à l'attente, aux inquiétudes, aux angoisses des Français par rapport à l'emploi. C'est pourtant sur une bonne conjoncture que compte à présent l'exécutif. Hier soir, dans un communiqué, le ministre du Travail a déclaré: le plein déploiement du pacte de responsabilité et de solidarité et une amélioration de l'environnement économique dynamiseront l'emploi en 2015. Un appel aux entreprises a également été lancé la semaine dernière par le président. Le chômage, c'est une menace pour la cohésion de notre pays. Alors, il convient que chacun y prenne sa part. Un pacte suppose des contreparties. Celles-ci ont été inscrites dans le relevé de conclusion de mars 2014. Un mouvement est engagé. 11 branches représentant 4 millions de salariés ont abouti à un accord, mais ce rythme est encore trop lent. Beaucoup d'autres branches devront donc prendre le chemin et accélérer la marche. François Hollande entend avoir fait sa part et attend aujourd'hui les contreparties de ce pacte voulu donnant-donnant. Baisse des charges contre embauche. Mais pour le patronat, les résultats ne seront pas immédiats. On ne peut pas dire 1er janvier, on escompte une baisse du chômage parce qu'on a fait les mesures. Le gouvernement d'ailleurs ne le dit pas ainsi. Le gouvernement parle de projection. Après, qu'il envoie les responsabilités sur les entreprises, c'est une combinaison politique auquel nous ne sommes pas durs. Dire à un patron qui a 0 point de croissance, dont il n'a aucune visibilité sur ses carnets de commandes, qu'il va falloir qu'il embauche, mais c'est totalement irréaliste. Et donc la confiance, elle se gagne, la croissance, elle aussi, et tout ceci va prendre du temps. Pour le moment, les prévisions restent négatives. L'Unédic table sur 104 000 chômeurs de plus pour l'année 2015. Bon, est-ce que c'est sain, cette espèce de jeu de balle où on se renvoie en permanence la responsabilité. Alors on a eu on peut pas traiter ça avec, je dirais avec humour, mais pendant 2 ans, le gouvernement la courbe. Bon, à un moment, on se rend compte qu'on est en train de perdre la bataille contre le chômage. On dit, bah écoutez, voilà, on crée un certain nombre de règles nouvelles. Débrouillez-vous les entreprises. Bien sûr que ça se passera chez les entreprises. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour le coup, alors on a commencé avec une conférence sur le dialogue social qui est bloqué, et là on se dit qu'on n'avance quand même pas beaucoup. Il n'y a que le chômage qui augmente, sans dire ça avec démagogie. Mais à la fois, il y a des mesures qui ont été prises qui vont dans le bon sens. Vous avez le CICE qui va avoir pour la première année, qui va rentrer dans sa plein déploiement, son activité. Vous avez aussi tout ce qui est autour du pacte de responsabilité, sauf que ça prend un peu de temps pour se mettre en place, et que vous avez aussi la baisse du baril de pétrole, la parité. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens et qui sont en capacité de faire repartir la machine. Mais il faut que nos concitoyens consomment.
et si possible consomme français. Les écrans plats français. Voilà. Sophie Binet. Pardon, vous nous dites il y a des raisons d'être légèrement optimiste, c'est ça? Oui. Bon. Sophie Binet. Non, le problème, c'est que le pouvoir d'achat des Français baisse. En 2012, il a baissé pour la première fois. Donc moi, je suis d'accord sur la consommation. Le problème, c'est que la politique de l'offre du gouvernement, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Et on le voit, il est temps de changer de politique. Le pacte de responsabilité, c'est 40 milliards, soit 2 points de PIB qui sont distribués. On voit aucun résultat. Il y a 4 propositions qu'on met sur la table depuis des mois et des mois. La première, c'est un plan de relance à l'échelle française et européenne. Et ce qui se passe en Grèce montre l'impasse dans laquelle nous mènent les plans d'austérité. Les 1100 milliards de la BCE, ça n'a pas de poids? Ça va dans le bon sens, mais le problème c'est que le projet Juncker, où il nous dit oui, j'ai entendu la proposition de la Confédération européenne des syndicats, un plan en 300 milliards, je le fais. En fait, il met 20 milliards au pot. C'est un grand magicien, Juncker. Il dit je mets 20 milliards sur la table et vous allez voir, ça va se transformer en 300 milliards. L'argent n'est pas au rendez-vous, ça n'est pas un vrai plan d'investissement. Donc nous, on demande un vrai plan d'investissement pour relancer les infrastructures, les services publics, etc. Deuxième chose, il faut lutter contre la précarité. On atteint un taux record de recrutement en CDD. On est à quasiment 85%. On a fait une proposition. C'est l'essentiel des embauches. Exactement. Et des CDD de plus en plus courts. Oui. On a fait une proposition toute simple lors de la négociation sur l'assurance chômage qui n'a pas été entendue. C'est d'augmenter le niveau des cotisations sur les emplois précaires pour décourager le recours au CDD. Ça n'a pas été retenu. Donc on continue à recruter en CDD. Troisième chose, c'est avoir des mesures. Des chômeurs en plus, non? Oui, tout à fait, et puis des précaires. Et le problème, parce que le problème, moi, non, mais un précaire, c'est pas un. Enfin, voilà. Alors autant je crois honnête de dire que il y a probablement en effet entre 5 et 6 millions de gens qui, si ce n'est ne sont au chômage, ne sont pas au travail dans le pays au bon sens du terme. Hein. Autant, voilà, quand on a même un CDD et même un truc court, on est quand même dans autre chose que dans du chômage. Le problème, c'est qu'on a des personnes qui sont installées durablement dans la précarité et qui enchaînent des CDD, des contrats courts, etc. Et ça, c'est un drame. Donc on dit 3 millions de personnes privées d'emploi. En tout, c'est 5 millions si on additionne les temps courts. Le problème, c'est que derrière ces chiffres, il y a des situations individuelles dramatiques. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Troisième levier, c'est avoir des mesures au service du financement de l'économie. La BPI, la Banque publique d'investissement, pourquoi est-ce qu'elle a que 2 milliards pour fonctionner? C'est ridicule par rapport au montant du pacte de responsabilité. Parce qu'on ne valse pas avec les milliards comme ça, hein, dans une société en crise. Sauf que 40 milliards pour le pacte de responsabilité. Donc comme quoi, il y avait des moyens. Et la dernière chose, c'est pour ça que la négociation sur le dialogue social, elle était importante et qu'elle ne concernait pas que les partenaires sociaux. C'est donner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise pour faire obstacle aux stratégies de financiarisation de l'entreprise et aux actionnaires qui ne misent que par la création de valeur à court terme et par la rentabilité à court terme. Pourquoi a-t-on l'impression que l'on n'arrive pas à avancer sur ce dossier? Nicolas Bouzou nous disait hier soir à cette table, moi je me balade dans tous les pays d'Europe et à chaque fois on me pose la même question, on me dit mais pourquoi en France vous ne faites rien pour lutter contre le chômage? C'est-à-dire qu'on est perçu comme un pays qui ne fait rien pour lutter contre le chômage. Ou si je vous le dis différemment, c'est peut-être plus positif, en tout cas pour le travail. Donc Bernard Vivier. Parce que je reviens un peu à ce qui est presque une obsession cet après-midi, ce soir pour moi, c'est-à-dire que l'État se mêle trop de ce qui ne le regarde pas. L'État dans notre pays a un rôle important. Et il a un rôle d'autant plus important que si la machine économique ne se relance pas, la vie politique va être gravement perturbée par l'extrême droite en France, comme elle l'est aujourd'hui en Grèce, ou peut-être demain en Espagne, par l'extrême gauche. Donc la sanction politique est trop grave pour que l'État ne se mêle pas de cette affaire-là. Pour autant, ce n'est pas à l'État de dire aux chefs d'entreprise « je vous donne des milliards, vous allez créer des emplois ». Le pacte de responsabilité atteint ses limites. Ce n'est pas à l'État de trop aller vers les emplois aidés. Bien sûr qu'il faut le faire, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. On a augmenté en 2 ans les emplois aidés de plus de 100 000. Ça, c'est limite, ça ne va pas loin. Que faut-il faire? Il faut aider les entreprises à développer des capacités à produire, à aller chercher des clients. Et l'emploi viendra. On appelle l'écosystème. Exactement. Et l'emploi viendra. Il y a une phrase qui est employée de plus en plus souvent et qui, je pense, va être perturbante pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, c'est « En France, on a choisi le chômage ». Oui, un consensus sur le chômage. Ça veut dire quoi en quelques mots? Parce que cette idée, elle est extrêmement choquante. Alors après, on peut peut-être la justifier, j'en sais rien. Ça veut dire quoi? Quand vous dites on a choisi le chômage, pardonnez-moi, je pose la question à Michel Godet, il me répond quoi? Mais moi je réponds que c'est le jeu des 4 coins. Ceux qui sont au milieu du chômage, ils ne trouvent pas à bouger autour des 4 coins de l'emploi parce que ceux qui sont autour des 4 coins sont finalement trop protégés.
Hein. Il n'y a pas assez de flexibilité, comme on dit, sur le marché du travail. Et je voudrais quelques idées, quelques pistes qu'on sait, qu'on connaît quand on compare avec l'étranger. Je ne reviens pas sur le problème des 400 000 offres d'emploi qu'on a déjà évoquées ici, qui ne sont pas satisfaites, parce qu'il n'y a pas assez de mobilité, parce qu'on n'aide pas les gens à se former. Hein. Si vous voulez devenir demain garçon boucher dans la grande distribution en Ile-de-France, vous allez gagner 2 300 € net. Bon. Et on continue à envoyer des gamins faire des masters de bac plus 5 sans déboucher. Hein, c'est du massacre. Ça me rappelle Verdun d'une certaine manière. Hein, c'est du gaspillage. Et on crée des frustrés. Alors, il y a d'autres pistes qui passent par le dialogue social. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a 60% des créateurs d'entreprises. C'est ça qui est l'avenir. Ceux qui créent des entreprises, ils sont solos, comme on dit. Ils font pas le saut de la première embauche. Parce qu'ils savent très bien que s'ils se trompent sur la personne ou sur le marché, ils n'ont pas d'employés. Hein. Ils font pas le saut et parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc, il faut bien rendre le système un peu moins finalement dangereux pour ceux qui prennent le risque d'entreprendre et d'embaucher quelqu'un. C'est pas un patron qui exploite, c'est quelqu'un qui emmène quelqu'un d'autre dans une aventure. Quant à ce discours qui a été fait en face, le fameux discours keynésien, relancer la demande. Hein, ça me rappelle les constructeurs automobiles qui disaient pour vendre des voitures, il faut augmenter les ouvriers. Ils vont acheter des bagnoles. Bon, je vous signale que depuis 30 ans en France, on a eu une dépense publique qui n'a pas été compensée par les recettes. On a financé... Écoutez-moi, quand vous avez des ouvriers dans des usines et qui gagnent leur vie, ils achètent des voitures, je vous le dis. Voilà. Oui, bien évidemment, mais c'est pas suffisant pour faire un marché. Hein. Aujourd'hui, j'entends bien. On est bien évident. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on ne peut pas décréter ça. Si on augmente la relance interne en France en distribuant du pouvoir d'achat, en augmentant le SMIC qui fait que le coût du travail devient trop élevé, on augmente les déficits extérieurs. L'expression on a choisi le chômage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas choisi de libérer un peu, d'aider les chômeurs vraiment à retrouver un emploi, de libérer les règles de fonctionnement du marché du travail. On protège trop des gens qui ont un emploi et qui foutent rien. Vous en connaissez comme moi. Non, mais vous voulez dire qu'on joue le jeu des indemnisations contre le jeu du retour à l'emploi avec plus de flexibilité? Absolument, et notamment, vous l'avez dit, pour les chômeurs de longue durée, c'est une question que je connais bien, et Pôle emploi pourra vous le confirmer. La probabilité de trouver un emploi quand vous avez plus de 9 mois de chômage est 2 fois plus faible que lorsque vous avez quelques mois. Donc il faut empêcher les gens d'être trop indemnisés et il faut les empêcher de s'endormir. Geneviève Roy, attendez, excusez-moi. Moi, je voudrais qu'on cesse d'opposer les employeurs et les salariés. Ben oui. On n'a pas choisi évidemment le chômage. Les entreprises, quand elles n'ont plus de trésorerie, qu'elles n'ont pas c'est pas à vous que ça s'adresse. Hein. Mais clairement, mais quand même, dire que personne, un chef d'entreprise ne choisit pas délibérément de mettre ses salariés au chômage. Donc on a bien un problème de marché, de compétitivité, de coût du travail, mais aussi de réglementations qui sont de plus en plus lourdes. Vous l'avez très bien dit, Michel, il y a 550 000 entreprises qui ont été créées cette année. Il n'y en a que 2% qui vont créer des emplois. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. C'est qu'en ce moment, il y a des entreprises qui se créent, mais même s'il y a de la croissance, c'est pas forcé qu'au bout on ait des emplois. Il faut qu'on fasse très très attention à ce que l'on fait. On a par exemple un compte pénibilité qui s'applique dès le premier salarié, qui est kafkaïen pour les chefs d'entreprise. On a d'un coût du travail qui est trop lourd. On a des salaires bruts qui sont ceux qu'ils sont. Nous, on aimerait bien les augmenter, mais c'est le net qui est bien trop faible avec des charges qui sont les premières en Europe. Et je voudrais vous dire quand même un mot sur les 40 milliards. Oui, à terme, on aura 40 milliards. Dans 3 ans, on aura les 40 milliards. Il y a eu des prélèvements à hauteur de 30 milliards sur 2 ans. On n'a plus de marge. Il n'y a plus de moteur dans la voiture France. Alors pourquoi est-ce que les dividendes ont augmenté de plus de 30% l'année dernière? Vous parlez toujours des dividendes, mais ce sont les très grandes entreprises. Je suis désolée. Mais il y en a peut-être 500 en France, mais l'emploi, il n'est pas là, madame. Le problème, et peut-être que là, on pourrait discuter sérieusement, d'ailleurs, les organisations syndicales avec les PME, si les PME acceptaient de se décrocher des grands groupes. Le problème, c'est que ces 40 milliards, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de rapports qui le montrent déjà, le pacte de responsabilité, le CICE, sont captés par les grands groupes qui asphyxient leurs sous-traitants. Donc ça, la question, c'est quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce qu'on parle de la financiarisation de l'économie qui nous met aujourd'hui dans le mur? Il est là le problème. Vous voulez qu'elles partent nos multinationales françaises, alors qu'elles font les 3 quarts de leur chiffre d'affaires à l'exportation? Vous voulez qu'en plus, ils enlèvent leur siège social en continuant à les épingler comme vous faites? Avec ce chantage permanent, là, c'est sûr qu'on se met tous à travailler. Je peux vous assurer que des grands groupes qui sont en France aujourd'hui gagneraient un demi-milliard s'ils partaient à l'étranger. Ils ne le font pas par je suis désolée. Il y a la moitié des grands groupes en France, ils réussissent à avoir leur marché grâce à la diplomatie économique de la France. On peut parler de Total, de Dassault, etc. Ils sont bien aidés. Vous savez ce qui a raté dans le dialogue social, dans la négociation? Eh bien, c'est ça. On n'a parlé que des très grands.
Et d'ailleurs, elle a achoppé sur les plus de 300. Et alors que le vrai souci, c'est ce qui se passe autour du seuil de 49 à 50. Quand est-ce qu'on va cesser dans ce pays de travailler, de négocier pour les entreprises du CAC 40 ? Elles sont là, tant mieux, on a besoin d'elles, mais ce n'est pas elles qui font l'emploi en France. Il faut enfin qu'on se le dise et qu'on en tire les conséquences. Bon, quand vous entendez nos charges sont trop lourdes. Oui. Et en cela, ça nous bloque. Je crois qu'indéniablement, et je vous parle des petites et moyennes entreprises, hein, mettons de côté les 300 grandes entreprises françaises, elles ont des problèmes spécifiques, on doit s'interroger sur l'avenir de notre industrie, par exemple, on est bien d'accord là-dessus, mais enfin bon, voilà. Et en fait, cette incapacité que nous avons à voir un petit peu devant nous et à prendre des risques, parce qu'ils en prennent quand même au quotidien, nous empêche, à cause de ces charges, de pouvoir embaucher. Ça se discute quand même, ça, non? Ah ben, premièrement, le pacte de responsabilité a été fait pour répondre à cette question-là. Donc moi, la question, c'est le pacte de responsabilité a baissé d'à peu près 30% le soi-disant coût du travail, ce que nous on appelle le prix du travail. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des créations d'emplois à la clé? Première question. La deuxième chose, c'est que ce que vous appelez improprement des charges, c'est des cotisations sociales qui servent à financer tout notre système de protection sociale, les retraites, la Sécu, etc. Oui. Si les entreprises dont on ne peut pas dire qu'ils soient dans une exceptionnelle bonne santé. Hein. Ben oui, parce qu'on n'arrête pas de baisser les cotisations et qu'il y a des exonérations de cotisations massives qui sont ni évaluées ni mesurées et qui sont des trappes à bas salaire et des trappes à précarité. Comment est-ce qu'on peut justifier aussi augmenter certaines dépenses, hein. Comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui qu'un CDD à temps partiel bénéficie d'autant d'exonérations de cotisations sociales qu'un CDI temps plein? C'est pas juste. Pourquoi on peut pas discuter de ça? Parce que les entreprises, elles ont aussi besoin de CDD. On a besoin de s'adapter. Une question. Pour 1 000 euros de salaire brut, dans la poche d'un employé, quel est le montant des charges en gros pour une entreprise aujourd'hui? Cotisation, oui. 50% de plus. 50% de plus. Ah oui. Entre le net et le coût total, comme disent les comptables, ça va du simple au double. Du simple au double. C'est pas rien. Non mais cette politique-là est menée. Vous pouvez pas nous expliquer, tout ça n'a pas d'importance. Mais c'est non, pas mais vrai. ce que je vous dis, c'est que c'est à l'œuvre depuis 2 ans. C'est le choix qu'a fait le gouvernement avec le pacte de responsabilité de baisser massivement les cotisations sociales comme jamais personne ne l'avait fait avant. Cette politique-là, elle a été accentuée depuis 2012. Elle est à l'œuvre depuis 30 ans. Elle n'a pas porté ses fruits. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est évaluons les 200 milliards d'euros annuels d'aide publique, regardons les résultats, conditionnons-les aux politiques d'emploi, de salaire et d'investissement des entreprises. Bernard Vivier, et on va revenir au climat social. Oui, c'est peut-être un peu pour ça que le pacte de responsabilité est un peu, je suis un peu fort dans mon expression, mais un peu poudre aux yeux. Parce que on donne de l'argent aux entreprises. C'est de la com? Oui, un peu. La com qui coûte cher. Et en contrepartie de quoi les entreprises s'engagent à faire de l'emploi. Mais c'est pas l'argent qui crée l'emploi dans une entreprise, c'est le client. C'est le client. C'est le carnet de commande. Donc, l'engagement pour des groupements d'entreprises, des groupements patronaux, de dire on s'engage à créer 1 million d'emplois, c'est un peu une illusion. C'est un engagement. Ça ne peut pas être un objectif chiffré. Et ça ne peut pas être un objectif chiffré dans les quelques mois qui viennent. Parce qu'il faut restaurer la compétitivité des entreprises. Et la meilleure voie pour le faire, c'est la loi Macron va dans ce sens-là, la négociation au début de l'année dernière sur la sécurisation de l'emploi. Et toutes ces mesures, c'est l'apprentissage. 500 000 apprentis qu'il faut retrouver très vite. Oui. Côté climat social, je vais vous redonner la parole bien entendu, on ne peut pas dire que les choses s'arrangent, comme en témoigne la coupure de courant par exemple dont a été victime Manuel Valls hier. Les syndicats du secteur de l'énergie défileront donc demain jeudi avec les cheminots. Aujourd'hui, ce sont les transporteurs routiers qui poursuivaient leur mouvement. Ils attendaient toujours le retour de leur patron à la table des négociations. Un médiateur vient d'être nommé et on a appris en tout début de soirée que la CFDT venait de demander la levée des barrages pour reprendre ces mêmes négociations. Maxime Vauthier, Marie Laurent et Pierre Dehorne. Hier soir, dans le Doubs, lors d'un meeting politique, Manuel Valls pensait pouvoir offrir un coup de projecteur au département à quelques jours d'une législative partielle. Dans cette circonscription, c'est aussi une raison de plus pour venir voter. Une coupure de courant et 1 heure dans le noir complet pour le chef du gouvernement, une manœuvre de la branche énergie de la CGT qui souhaite peser sur le débat de la transition énergétique. Ajoutez à cela les notaires venus chahuter Manuel Valls au retour de la lumière
Et vous obtenez une ambiance électrique entre le Premier ministre et les partenaires sociaux. Je ne me dérobe jamais devant un combat, surtout quand il est difficile, et que jamais je ne me laisserai impressionner par des manifestations ou par ceux qui ont voulu que ce meeting ne se tienne pas. Sur fond de courbe du chômage et de dialogue social, le gouvernement comme les syndicats semblent parfois les nerfs à vif. Depuis plusieurs semaines maintenant, Jérôme Vérité est à la table des négociations pour défendre les routiers. Des heures de lutte, d'affrontements avec le patronat et peu de résultats. Il n'y a plus de négociations dans nos conventions collectives, dans nos branches. Il n'y a plus de négociations réelles dans les entreprises. On est face à un diktat des gens qu'on a en face de nous, du patronat, qui vient en disant c'est ça, vous prenez pas. Et à qui la faute? Et de ce point de vue-là, la faute première, elle est évidemment celle du patronat, mais elle est aussi celle des politiques, qui, y compris à plusieurs reprises, ont eux-mêmes amené à cette forme de diktat, avec des prises de position, y compris en n'entendant pas les positions des organisations syndicales. Tout ça crée un climat, voilà, qui aujourd'hui n'est pas propice au dialogue social, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est vrai que le conflit du transport routier en est un exemple parfait. Dans le viseur des syndicats, entre autres, la Fédération nationale des transports routiers de Nicolas Polyssen. Ce représentant du patronat a fait le choix de quitter la table des négociations la semaine dernière. Car quand on lui propose 2% d'augmentation salariale pour les routiers, les syndicats, eux, en attendent 5%. Nous avons été absents pendant les dernières négociations, tout simplement parce qu'on nous demandait de venir en réunion avec des propositions améliorées. Nous avons trouvé inacceptable ce procédé. Nous avons les propositions que nous avons. On ne peut pas exiger d'une partie de ne venir à la table des négociations que si elle a des propositions améliorées. Donc nous en avons tiré les conséquences. Donc nous ne refusons pas le dialogue, simplement nous refusons les pressions sur nos entreprises. On doit aussi respecter la partie patronale et ses positions. La pression, voici donc l'arme de prédilection des syndicats en période de négociation. À quelques kilomètres de Paris, ils se sont réunis cette nuit pour bloquer totalement une raffinerie. Tous ces camions-là sont des camions qui devaient normalement aller livrer l'Île-de-France ce matin et qui ne livreront aucune station-service sur l'Île-de-France, en sachant qu'un camion comme celui-là fait 3 rotations par jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un camion, un acheminement, mais on est surtout sur un camion pour 3 acheminements de station-service. Quel est l'intérêt de ce rassemblement, de ce blocage-là? L'intérêt aujourd'hui, c'est de frapper le portefeuille des patrons routiers qui aujourd'hui bloquent les négociations salariales. Signe que le conflit s'enlise, la CFDT, syndicat majoritaire chez les routiers, a décidé, le temps d'une journée, de se joindre au blocage, comme un avertissement supplémentaire à l'attention des patrons. Nous n'avons de cesse de expliquer à la partie patronale qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux salariés et on ne veut pas nous entendre. Alors peut-être qu'ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre que la CFDT est en capacité de leur faire plier, d'aller chercher des mandats. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que nous étions mobilisés et qu'on pouvait faire mal, voire très mal. Face à cette crise qui s'éternise, le gouvernement a nommé un médiateur pour amener tout le monde à la table des négociations dès demain. Peut-être un premier pas sur le chemin de la raison. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mouvement des routiers, Bernard Vivier? Que ce conflit est un conflit qui n'est pas franco-français, c'est un conflit profondément européen. Et c'est une affaire très importante. Bien sûr, il y a des questions de rémunération, il y a des questions de conditions de travail, il y a des questions de métiers difficiles, que ce soit d'ailleurs des conflits à l'initiative de patrons routiers ou de salariés routiers. C'est un monde très nécessaire et en même temps très difficile. Le conflit de fond, il est le suivant, c'est que nous construisons l'Europe, mais nous ne la construisons pas suffisamment encore sur le plan social et syndical. Ça veut dire que la concurrence de pays qui font partie de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, est une concurrence sauvage qui crée du dumping social. La technique du cabotage, l'autorisation du cabotage, c'est-à-dire le droit pour une entreprise roumaine, par exemple, ou polonaise, de faire du travail en France,
donc faire du chiffre d'affaires en France, avec des règles sociales et du coût social, ou des charges sociales ou des cotisations sociales qui vont du simple au double en France, mais beaucoup moins dans ces pays-là, ruine les entreprises françaises. C'est dans tous les secteurs. Et donc, nous avons deux réponses possibles. Celle du repli sur nous. On ferme les frontières, alors, attendez, on rétablit le franc, c'est perdu. Les routiers se trompent de cible, il faut qu'ils aillent bloquer Bruxelles. Non, il faut qu'ils aillent, avec les négociateurs patronaux, discuter au niveau européen pour faire pression sur les politiques européens, sur les personnages politiques européens, entre eux également négocier des règles qui harmonisent et rapprochent progressivement les différents pays de ce même ensemble qu'est l'Europe que nous voulons construire. Michel Godet. Il a raison, mais c'est pas simplement pour les routiers que ça joue. Dans le bâtiment, le quart des travailleurs sont sous contrat étranger. Donc dans tous les secteurs aujourd'hui. Dans le bâtiment, le quart des travailleurs. Encore, parce qu'il se trouve que le quart. Oui, ce sont des travailleurs détachés. Donc c'est des travailleurs détachés. Donc c'est tous les secteurs qui sont. Il y a une certaine vermine et ça entretient d'ailleurs un sentiment anti-européen parce qu'on n'a pas été assez loin dans l'Europe sociale. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais pour la France, il y a deux remarques que je voudrais faire. Pour la France, c'est dommage. C'est dommage, et moi j'ai changé d'avis parce que depuis je me suis renseigné sur le terrain, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il n'y a pas que le catéchisme du parti. Et donc sur les routiers, c'est dommage qu'on n'ait pas fait l'écotaxe, parce que tous les transporteurs routiers étaient pour. Ça a augmenté la rentabilité, donc ils auraient pu augmenter, indépendamment de l'Europe, ils auraient pu augmenter leurs routiers, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, réclament des choses que normales, qui sont d'ailleurs très normales quand on voit le statut des gens d'EDF qui coupent le courant au Premier ministre, alors que ces dernières années, ils ont eu 4% d'augmentation de salaire net par an sur le dos du consommateur. Ils n'avaient pas de revendication salariale. C'était même pas sur la question des salaires, c'est sur la question du service public de l'énergie. Donc racontez pas n'importe quoi. C'est pas se servir soi-même le service de l'énergie. C'est pas augmenter les factures des consommateurs. C'est un scandale de manquer autant de respect à des salariés. Respectez un minimum leur combat. Vous les connaissez. Mais leur combat, au moment où il y a du chômage, c'est pas d'augmenter les salaires de ceux qui travaillent 32 heures par semaine et qui ont des salaires très élevés. Juste avant, vous venez d'insulter les chômeurs en disant que les chômeurs, ils étaient là. Il faut les défendre, les chômeurs. Non, pas les oublier. Ce que vous venez de dire pour tout à servir l'heure, dans le rapport de force et vos camarades. Non, je suis pas d'accord. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que les chômeurs, s'ils restaient au chômage si longtemps, c'est parce que notre système était trop généreux. C'est pas ça que j'ai dit. C'est insulter les personnes qui sont privées d'emploi et faire comme s'ils choisissaient. Je dis simplement. Donc, attention à ça. Je connais les employeurs. Moi, ils vous disent que quand ils font une offre d'embauche, ils prennent d'abord les gens qui répondent, ceux qui sont en situation de travail. Le meilleur moyen de trouver un emploi, c'est d'abord d'en avoir un. Quelle est la Non mais je réponds à la question parce qu'elle m'interpelle. Rapidement, s'il vous plaît. Non mais je réponds simplement. Donc je n'ai pas insulté les chômeurs. J'ai dit que c'est pas un service qu'on rend aux chômeurs en les indemnisant trop fort et trop longtemps. Donc il faut voilà ce que j'ai voulu dire. Non, il faut simplement les inciter. Il y a beaucoup de pays comme le Danemark, qui sont des pays démocratiques. S'il faut les inciter, ça veut dire qu'ils y vont pas assez qui évitent de trop indemniser les chômeurs. Arrêtons de nous faire des procès d'intention sur certains mots. Je veux dire, il y a en effet beaucoup de pays européens où on assure une sécurité à des gens qui, par le biais de la formation et par le biais aussi de ce qu'ils perçoivent, mais avec des durées qui peuvent être moins longues, etc., et qui retrouvent plus rapidement du travail. Mais pour l'instant, je ne me lance pas là-dedans. Mais juste une chose. Quelle est la responsabilité aussi des patrons français et des petits patrons français d'entreprises de la route qui font travailler notamment ces travailleurs étrangers à moindre coût et qui les utilisent aussi, on le sait très bien. Puisque le principe du cabotage, c'est la seule chose que ne nous est pas rappelé il y a un instant Bernard Vivier en étant parfaitement clair, c'est que une fois qu'ils sont, si vous faites un Bucarest Nantes, une fois que vous êtes à Nantes, vous pouvez recharger et faire des trucs avant de ressortir de la France. Mais l'entreprise, c'est bien qu'il y ait des entreprises françaises qui les font travailler. Mais ce sont quand même des entreprises de droit étranger. Elles sous-traitent. Mais c'est vrai que vous avez tellement de complexité de réglementation que plus on protège nos salariés, plus on les envoie vers la case chômage. Plus on tue l'emploi. Parce qu'on tue l'emploi. Dans le bâtiment, vous avez le compte pénibilité dont on parle très très souvent et qui a emmené les syndicats patronaux dans la rue. En tout cas, le mien est descendu dans la rue pour dire combien c'était complexe. Ça encourage les travailleurs détachés. Et quand quand vous soumissionnez sur un marché public et que vous êtes moins-disant parce que vous avez une entreprise étrangère qui ne paie pas les charges, eh bien c'est elle qui remporte le marché contre nos entreprises qui sont en France et qui respectent les lois françaises. Et on a là-dessus un vrai souci. Comment on sort du conflit des routiers ?
Je pense que c'est très important qu'ils soient entendus parce qu'ils ont des conditions de travail extrêmement dégradées et des salaires faibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'intérêt général, et là, pour le coup, je pense qu'on partage, on est sur un secteur qui est au centre du low cost et du dumping social et que nous avons tous intérêt à ce que le coût du transport routier soit plus cher. Pourquoi ? Pour favoriser le transport ferroviaire et pour favoriser la production locale et rapprocher les lieux de production. Donc moi, je pense que ce conflit, c'est très important qu'il puisse obtenir gain de cause et que le patronat entende. 18 jours pour obtenir une médiation, quand même, c'est long. Ensuite, sur la question de la réglementation au niveau européen, effectivement, c'est la question majeure. Après, est-ce qu'on se met autour d'une table pour se mettre d'accord en disant on tire tout le monde vers le bas ou est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut ? L'exemple du compte de pénibilité, le problème, c'est que vous l'avez vous-même complexifié. La CGT avait une proposition extrêmement simple en termes de compte pénibilité, qui était une proposition collective par filière et en fonction du type de métier et pas en fonction de l'individu. On est allé sur un compte pénibilité individuel, donc de fait, c'est un peu plus compliqué que notre proposition, malheureusement. C'est dommage qu'on n'ait pas été entendu dès le début. Et c'est le patronat qui a voulu un compte individuel, c'est pas nous. Ah non, alors ça, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ait voulu un compte individuel, mais si on va par filière, là, vous avez des régimes spéciaux à tous les étages. Et ça, c'est pas envisageable pour nos régimes de base ou complémentaires. On va à nouveau avoir une réunion pour négocier les complémentaires, et là, on va se mettre autour de la table et on est tous responsables de ce régime de retraite complémentaire, et on sait bien que le compte pénibilité va plomber, en dehors de toute la complexité que ça représente pour les entreprises et le coût, ça va plomber nos régimes. Et on ne sait pas comment faire. Michel Godet. Oui, juste un mot sur ce compte pénibilité. Bien évidemment que c'est des charges supplémentaires. Et moi, j'ai rien contre qu'on fasse un compte pénibilité pour ceux qui ont vraiment un travail pénible. Le maçon qui a 35 ans est déjà rayé, à essuyer, etc., et qui va mourir plutôt que les autres. Mais à ce moment-là, si on fait un compte pénibilité, on fait aussi un compte moins pénible, parce qu'il y a des emplois moins pénibles que d'autres. Mais de fait, les gens ont l'espérance de vie. Non, mais le compte, ça revient à ça, puisque le compte pénibilité... on avait déjà de la prévention. Le pénibilité, il permet de diminuer le temps de cotisation pour les personnes qui ont les métiers les plus pénibles. Et donc, pour les autres, par exemple, dont je fais partie en tant qu'enseignante, je vous rappelle que nous, maintenant, on a le droit à 42 annuités de cotisation. J'ai commencé à travailler à 26 ans, je les aurai à 68 ans. Donc, je pense que nous, c'est déjà bon. Par contre, dans le bâtiment, je rappelle, aujourd'hui, il y a un ouvrier qui meurt chaque jour en France. Dans le bâtiment. Donc ça, faut qu'on puisse en parler quand même. Mais on s'en parle, mais dans le bâtiment, c'est une branche qui a fait énormément de prévention. Énormément, et qui continue à en faire. Et ce que l'on redoute le plus, c'est que ce compte pénibilité, qui finalement sanctionne, plutôt que de faire que de la prévention, ne va pas arranger les choses dans le bâtiment. Troisième reportage de l'émission pendant ce temps, et cette année encore, 62 500 défaillances d'entreprises françaises chez Mitrichem, où l'on fabrique les principes actifs du médicament, le Spasfon. On vit en ce moment dans l'angoisse. Plan social avec suppression de plus de la moitié des postes. Les salariés en appellent au pouvoir public, tout cela dans l'attente de la décision du tribunal de commerce. Ils ne sont évidemment pas un cas isolé. Sur place, Magali Lacrose et David Lemarchand. On est dans une situation compliquée, on est sur un redressement judiciaire. On est sur site mais on n'a pas de travail et l'accès à nos postes de travail nous est bloqué depuis le 22 décembre. C'est compliqué nerveusement, c'est compliqué moralement. On a une direction qui répond pas. Il a la dent dure contre sa direction, Sylvain, et surtout un moral à zéro. À Mitrichem, il n'est pas le seul. La dernière discussion commune, c'était juste avant les fêtes, avec l'annonce du plan social. 21 postes supprimés sur 38. Depuis, la production est au point mort, mais les salariés continuent de venir et puisqu'ils n'ont plus accès au laboratoire, ils se retrouvent à la cantine. On s'est étonné d'un plan de structuration qui était en fait un plan de démantèlement du site, où ça consiste à se séparer d'une bonne partie des bâtiments, du bâtiment administratif, du magasin, et puis de tout le matériel, des unités de production, de fabrication. Il tente le tout pour le tout et se tourne vers les politiques, jusqu'au sommet de l'État. Mais sans grand succès, pour l'instant. On a eu des réponses des différents députés, de la région,
cabinet du Premier ministre aussi qui nous ont répondu. Donc le Premier ministre est beaucoup occupé, donc il transfère dans les autres ministères, donc Macron et Rebsamen. Et on a aussi le député de notre circonscription, donc Yves Albarello, qui nous a répondu. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que lui. Il nous informe qu'il a rencontré et qu'il est en contact régulier avec notre direction, qu'il l'a rencontré à plusieurs reprises, qu'il les a aidés beaucoup. Et il dit qu'on est des pessimistes. Donc lui, par contre, on va aussi lui répondre. Et on est bien content qu'il ait vu notre direction. Mais lui, par contre, ne propose pas de nous rencontrer. Il aurait pu au minimum nous recevoir pour avoir notre version des faits. Les salariés de Mitrekem se sentent lâchés par un peu tout le monde en fait. On vient d'annoncer les chiffres de l'année 2014 avec au mois de décembre une augmentation de 10% des chômeurs de plus de 50 ans, je crois. Donc qui ne serait pas inquiet de cette situation. On est assez crispé, il y en a certains qui ont des crédits et des choses à payer en fin de mois et on ne sait pas comment on va faire. Donc c'est sûr qu'on est angoissé, on est plus qu'angoissé, c'est savoir comment on va finir la fin du mois. Ça fait 3 ans qu'on nous maltraite, ça fait 3 ans qu'on est traité d'incompétents, ça fait 3 ans qu'on est traité de feignasses et là finalement eux ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour sauvegarder l'emploi, ils n'ont rien fait pour sauvegarder l'entreprise. Tout ce qu'ils veulent c'est prendre l'argent et se tirer. Mais au tribunal de commerce de Meaux lundi dernier, le vent a semblé tourner. Le juge aurait émis quelques doutes sur les réelles motivations de la direction pour sauver l'entreprise. Je lui ai fait part de notre situation, d'un employeur qui ne met aucune ressource dans l'entreprise, mais qui par contre, avec les experts que nous avons mandatés par l'intermédiaire du CE, nous a montré qu'il prenait beaucoup d'argent. Donc c'est le juge commissaire, le président du tribunal de commerce se sont étonnés de ce fait. Et on demandait à l'employeur de mettre de l'argent pour montrer qu'il croyait dans son projet. Prochaine étape, le verdict du tribunal le 5 mars. Ce sera la liquidation ou le redressement judiciaire. La seule solution, c'est nous qui l'avons. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit. Alors après, on espère une aide des pouvoirs publics, mais aujourd'hui, on travaille tout seul. En attendant, il rêve encore d'un éventuel repreneur. Des entreprises dans cette situation, il y en a des dizaines, des centaines et probablement même des milliers en France. Je rappelle le chiffre que je citais au début du reportage, 62 500 défaillances d'entreprises françaises. Alors on est toujours, le regard de ceux qui se demandent s'ils auront du travail à la fin du mois est toujours difficile à soutenir. Et c'est pas la première fois qu'on voit des reportages de ce type dans C'est dans l'air où les salariés nous expliquent ces moments extrêmement difficiles qu'ils traversent. Qu'est-ce qu'on peut dire, Bernard Livier? Ce que l'on voit dans ce reportage, c'est une sorte d'appel à l'aide des salariés des organisations syndicales vers les pouvoirs publics. Oui. Et une condamnation des actionnaires. Bien, ça pose une première question, le rôle de l'actionnaire. Dans une entreprise familiale ou patrimoniale, l'actionnaire, il est attaché à son entreprise, dans tous les sens du terme. Et donc l'actionnaire actionne. Dans un certain nombre d'entreprises où le sens de l'entreprise s'est un peu évaporé, effectivement, on peut avoir des jeux financiers. La deuxième question, c'est que les organisations syndicales ont souvent des réactions, en tant qu'organisations syndicales, de rupture, de radicalisation. On l'a vu avec les routiers, on le voit dans différents... Et effectivement, les syndicats occupent la rue ou retrouvent la rue. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la négociation. Cela veut dire aussi que côté direction, management, il est important que les directions informent, donnent des chiffres, permettent aux salariés d'anticiper. C'est tout le rôle de la formation, c'est tout le rôle de la circulation d'informations. Et quand des entreprises, on le voit ailleurs en Europe, sont ainsi bien soudées entre la composante actionnaire, la composante manager, direction et la composante salarié, syndicat, eh bien, en cas de coup dur, parce qu'un coup dur, ça arrive toujours. Oui, une entreprise a le droit de réduire ses effectifs. Oui, une entreprise a le droit même de fermer un site. Mais elle ne doit pas le faire n'importe comment. Eh bien, quand tout ce travail est fait, on réalise. Et vous savez, on parle des entreprises qui ferment dans la douleur, mais on ne parle pas, et tant mieux, des entreprises ayant su fermer en douceur et sans trop de douleur. La souffrance de ces personnes, c'est tout d'un coup de se trouver confrontées au vide. Et ça, c'est dur. Sophie Binet.
Oui, non, ce qui est terrible, c'est que là, ce que les salariés disent, c'est que ça fait 3 ans qu'ils voient que l'actionnaire n'investit plus dans l'entreprise et qu'ils voient leur outil de travail en train de se dégrader. Exactement. Et donc on se dit, pourquoi est-ce que depuis 3 ans, il n'y a pas des choses qui ont pu être faites avant? Donc la proposition très forte de la CGT qu'on portait justement dans cette fameuse négociation qui a capoté, c'est permettre aux salariés d'avoir des droits d'intervention et des droits de regard sur les choix stratégiques de l'entreprise. Et ce qui nous inquiète aujourd'hui, avec la loi Macron là, qui est actuellement à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une nouvelle disposition qui est arrivée en catimini par amendement, là, qui s'appelle l'introduction du secret des affaires, qui va contraindre encore plus notre capacité à avoir des informations, à les communiquer aux salariés, à les communiquer à l'extérieur et à agir sur les choix stratégiques de l'entreprise. Et ça va complètement brider la liberté d'expression des salariés. On sort un appel sur cette question-là qui sera sur Mediapart et sur Libération que j'appelle à signer. Et ensuite, la deuxième question qui est posée, c'est aujourd'hui les modalités de licenciement. J'entendais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas licencier nos salariés. C'est pas vrai. On ne vit pas dans le même monde. Les ruptures conventionnelles explosent, la précarité explose, les PSE explosent. Et avec la loi Macron, on n'en a pas du tout parlé. On réforme encore les procédures de licenciement qui vont encore être facilitées, notamment sur les licenciements de moins de 10 salariés. Il n'y aura plus de contrôle des conditions sociales par les directs et l'inspection du travail. Et puis, les PSE et les moyens mis dans les plans sociaux seront seulement appréciés au niveau des filiales et plus au niveau des groupes, ce qui retire toute responsabilité aux donneurs d'ordre et aux grandes entreprises. Geneviève Roy. Je crois qu'il faut vraiment, à nous entendre là, je me dis que vraiment il faut qu'on fasse des efforts de se parler, de se comprendre. Un chef d'entreprise, évidemment quand elle est patrimoniale, c'est son sang, donc évidemment il y est très attaché. Et ce que vous racontez, ça n'existe pas dans les TPE-PME. Sauf que non, ça n'existe pas. Le problème, c'est que les PME sont en train d'évoluer quand même. La structure actionnariale des PME, du fait des difficultés financières. Bien sûr que non. Les LBO, vous en faites Geneviève Roy répond. Bien sûr que non, parce que regardez, notre vrai problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises de taille intermédiaire. C'est ça notre problème. Et on n'arrive pas à les faire grandir et on revient sur la négociation parce qu'entre 49 et 50 salariés, quand vous passez le seuil, vous avez 4% de votre masse et 36 obligations supplémentaires. Non, mais la capacité de financement. Mais la capacité de financement, après on pourrait parler aussi du problème des banques. Ça, on est prêt à en parler. Parlons de ça. Exactement, mais revenons simplement dans les entreprises. Le dialogue, il existe. Même dans les très grandes dont vous parlez, il y a des salariés dans les conseils d'administration. Qu'est-ce qu'ils y font ? Ils écoutent bien, ils peuvent aussi parler. Alors, les salariés dans les... Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne sur le cœur. Essayons de se parler, que le dialogue, il est direct dans nos entreprises. Les salariés, ils vivent au quotidien le carnet de commandes. La stratégie, on leur explique. Quand on a besoin de changer de positionnement, on s'en parle, puisque de toute façon, on vit ensemble. Et ça va jusqu'à 300. C'est-à-dire que dans nos entreprises, et c'est pour ça que j'insiste vraiment, cessons de faire des textes qui correspondent peut-être à la vie dont vous avez connaissance dans les très très grandes. Et cette entreprise-là, elle fait partie d'un groupe multinational. Oui, sauf que c'est une petite... Et on revient toujours à la même chose. Cessons une bonne fois pour toutes de mettre toutes les entreprises dans les mêmes règles. Michel Godet réagit et au reportage et au débat. Et par ailleurs, j'avais une question qui était: la France inspire-t-elle confiance aux investisseurs étrangers? C'est peut-être ce qui permettrait d'injecter un peu de sous dans les entreprises. C'est justement, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Quand on veut renforcer l'information des salariés, les droits des salariés, on fait que rajouter des éléments qui détournent les investisseurs étrangers ou d'une multinationale. C'est des comportements de gangsters, je suis d'accord. Moi, c'est scandaleux ce qu'on a vu. On a envie de prendre le fusil, de les défendre, ces gars-là. Mais simplement, faut pas se leurrer. Si on continue à sans arrêt avoir des manifs dans le pneu, ça a été le cas, alors des ouvriers qui cassent tout, qui montent les dents, les chefs d'entreprise, investisseurs étrangers, ils vont ailleurs qu'en France. Donc vous voulez faire le bien, vous allez faire le pire. C'est ça qui me gêne dans votre histoire. La durée moyenne de détention d'une action aujourd'hui, c'est 22 secondes. Il faut qu'on puisse en parler de ça. Je suis désolée. Mais ce n'est pas... Écoutez, moi j'étais administrateur de société privée, je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité, familiale, patrimoniale, 18 000 personnes dans le monde, ben je vous assure qu'ils pensent d'abord aux hommes et aux femmes, et que quand ils ferment une usine, ils s'arrangent pour que les gens soient reclassés. Donc il y a vraiment une gestion de père de famille, parce qu'on défend non pas la valeur de l'action, mais le patrimoine. Et c'est ça qu'il faut encourager. Mais alors, les entreprises internationales, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si notre pays a trop de réglementation, à un coût plus élevé, une bureaucratie infernale, avec des syndicats qui ont le couteau dans les dents, ils vont ailleurs. 8 minutes de questions SMS.
Combien y a-t-il d'emplois non pourvus en France, nous demande un téléspectateur. 400 000, c'est ça? Oui, 400 000. C'est très contesté comme chiffre. On peut dire 800 000, mais on dit 400 000 parce que c'est le chiffre accepté en général. Ah non, le chiffre officiel de Pôle emploi, c'est 200 000. Voilà. Alors, très bien. Alors, une fois qu'on s'est battu sur 200, 400, 800, on ne comprend pas qu'il y ait 200 000 emplois non pourvus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Plutôt que de nous battre sur le chiffre. Pour être soudeur, chaudronnier, vous allez partout. Aujourd'hui, déjà, les gars à Florange, ils ne trouvaient pas un boulot, mais à 100 km de là, à Beach, il y a du boulot, mais ils n'en veulent pas parce qu'il faut se déplacer, il faut vendre la maison. Donc il y a une rigidité. On n'est pas comme aux États-Unis à changer des. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à Pôle emploi et qui vont chercher sur Bon Point du boulot. Ouais, Bon Point, enfin bon. Oui, mais Pôle emploi, ça traduit quelque chose. Comment? Ça traduit quelque chose. Oui, mais comment dirais-je? Il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent des collaborateurs qui ne trouvent pas. Mais ça, c'est le ça, point, c'est que faut se déplacer. C'est 200 000, 5 millions de chômeurs. Ensuite, il y a non, c'est 200 000. Ensuite, il y a on ne sait pas. Le chiffre généralement cité est de 400 000. Ouais. On dit parfois 800 000 et vous, ce soir, vous nous dites 200 000. C'est à peu près aussi ridicule que les chiffres de manifestation. Oui, mais bon, très bien. Si vous voulez. Donc mais il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus et c'est normal que cette question interpelle, interroge. Voilà. Enfin, Mais quand on regarde le turnover, parce que les embauches, on a dit plus de 80% en CDD, donc des embauches, il y en a plusieurs centaines de milliers par mois. Donc ce nombre d'emplois non pourvus correspond aussi à un temps de vacances par rapport au temps d'embauche. Et ensuite, il y a certains secteurs, effectivement, dans lesquels c'est des métiers très pénibles et dans lesquels il y a des difficultés de recrutement, mais c'est rare. Le gouvernement avait voulu lancer un plan de formation des personnes privées d'emploi sur justement ces métiers en tension. On a eu toutes les peines du monde à pouvoir avoir une liste de ces fameux métiers en tension pour avoir les formations correspondantes. Donc effectivement, c'est tout un sujet de pouvoir les identifier. Moi, j'attends ça. J'essaie de faire tourner les questions. Excusez-moi, je sais que c'est frustrant. Le compte pénibilité ne devrait-il pas être remplacé par une amélioration des conditions de travail? C'est ce que disait en prévention. Alors, il faut faire de la prévention. Je pense que la vraie solution, ça reste quand même la prévention. Parce que ce compte de prévention de la pénibilité, il a l'inconvénient, il va cantonner les gens dans les métiers pénibles. Alors que le carreleur dont vous parliez tout à l'heure, on essaye, avec des protections particulières, individuelles, à essayer de lui alléger son travail. Toutes les conditions de travail, globalement, depuis des dizaines d'années, se sont améliorées. Alors certains, évidemment, le travail de nuit, on ne va pas le mettre de jour. Ça, on ne sait pas faire. Dans quel secteur la France est-elle compétitive? Il reste de nombreux secteurs. Vous avez tout l'aérospatial, tout ce qui touche autour de l'aéronautique. On est très bon dans la santé, dans l'agroalimentaire, dans le luxe. Enfin, on a des pistes. C'est pour ça faut quand même rester optimiste. Sinon, on va aller se jeter dans la Seine en sortant de cette émission. Vous allez voir la prochaine question. Ces mauvais chiffres ne sont-ils pas le reflet d'une économie qui s'effondre de manière irréversible? Non. Il n'y a jamais de Bernard Villiers. Non, et ça répond aussi à la question de l'attractivité de la France. La France est attractive, et pour ne pas utiliser un anglicisme, elle est attirante aux yeux des investisseurs étrangers. La France a de nombreux atouts. Oui. Ce n'est pas uniquement des atouts géographiques ou des atouts touristiques. Une bonne formation, de belles infrastructures, une démographie qui est la meilleure d'Europe. Bons services publics. De bons services publics qui soient gérés par l'administration d'État ou par des services ou des entreprises privées. On le voit par exemple sur la ligne TGV en ce moment, Paris-Bordeaux, avec un bon couplage de la SNCF, mais aussi d'un conglomérat Vinci et autres sociétés. Eh bien, nous avons une France attirante. Il y a un point qui est négatif, c'est l'image sociale de la France. Et nous le voyons, c'est un point dur, mais nous avons une France attirante. Et d'ailleurs, si les investissements continuent à s'implanter en France, c'est que nous avons la réponse. On a reculé là-dessus, camarades. Elle reste. Ouais, on recule. Elle reste, cette France, très attirante. Et nous avons de l'avenir devant nous. Nous sommes encore la 6e puissance économique au monde. La robotisation est-elle encore responsable de suppression d'emplois? Oui. Bien sûr que oui. Bien sûr. Que oui. Voilà. Oui. Et de création d'emplois. Et le compte pénibilité participe aussi à l'accélération. Bien sûr. Oui. Tant que les syndicats font de la politique, ne tirent-ils pas le dialogue social vers le bas? On ne fait pas de politique. Non. Vous ne vous sentez pas concerné? Non. Après, de la politique au sens large, oui, je pense que c'est bien que les syndicats aient aussi un avis citoyen. On a appelé par exemple à la manifestation du 11 janvier suite aux attentats. On aurait pu se dire que dans notre rôle strictement catégoriel, ça n'était pas. Sauf qu'on considère qu'on a aussi un rôle à s'exprimer sur les questions de société. Et au moment des présidentielles aussi.
Bon point aujourd'hui en France, le mouvement syndical qui a longtemps été marqué par des pensées et des doctrines politiques est en train de reprendre le cours normal de son rôle, c'est-à-dire organiser le marché du travail et se déconnecter des logiciels importés. Acheter français fait-il baisser le chômage en France ? Acheter français fait-il baisser le chômage en France ? Moi, je crois que oui, quand même. De ce point de vue-là, on pourrait être un peu plus nationaliste dans nos comportements de consommateurs. Si on a le moyen de le faire. À condition, naturellement, que la qualité ne soit pas moindre. Non, mais c'est surtout, ce qu'il faudrait, c'est avoir des normes sociales et environnementales au niveau européen pour protéger et avoir une harmonisation sociale et environnementale au niveau européen. Vous avez au moins un point d'accord avec... Comment ont fait les pays européens où le chômage a baissé ? Et il y en a quand même un certain nombre. Qui se lance là-dedans ? Bernard Vivier ? Oui, ils ont beaucoup négocié entre partenaires sociaux. Je reviens à mon idée, c'est-à-dire que la création d'emplois, c'est l'affaire des partenaires sociaux dans les branches professionnelles, dans les territoires, sans trop de directives venues d'en haut. Parce que ce sont dans les territoires, ce sont dans les branches que patronat et syndicats sont au plus près des réalités. Quand il faut monter un système d'apprentissage, ailleurs en Europe, on n'est pas sous la pression d'un gouvernement qui dit on va encourager l'apprentissage, celui d'après va dire on va réduire l'apprentissage, pour le même, c'est l'actuel, dire on va revenir à l'apprentissage. Donc il faut donner de la liberté aux acteurs sur le marché du travail. Un mot là-dessus, j'ai l'impression que vous étiez en train de répondre à la prochaine question. Mais il y a plein de facteurs, il y a l'Allemagne et les Pays-Bas, etc. On sait ce qu'il faut faire, il faut la modération salariale. Ce qu'on a eu pendant des années en Allemagne, en France on commence seulement à l'avoir. Il faudrait savoir si la modération, je finis mon truc. La modération salariale, il faut plus de temps partiel. Temps partiel, les pays où le taux de chômage est plus faible sont des pays qui ont plus de gens en temps partiel, parce que tout le monde ne veut pas travailler. Les femmes vous remercient. Et puis il faut aussi travailler plus. Les pays où le taux de chômage est plus faible, c'est les pays qui travaillent plus longtemps et ils sont plus nombreux à travailler. Donc il faut poser la question des 35 heures d'administration. Donc temps partiel, mais on travaille plus. Mais bien sûr, il y a plus de gens au boulot. Geneviève Roy, vous voulez ajouter quelque chose ? Et puis il faut quand même aussi faire baisser la dépense publique. Les pays qui ont moins de chômage sont ceux qui ont... Travailler 37 heures d'administration, c'est une manière de baisser la dépense publique. Les patrons embaucheraient-ils plus si la droite était au pouvoir ? Non. Non. Bon. Et le million d'emplois promis par Pierre Gattaz ? Bonne question. Ça, la CGPME a toujours... n'a jamais souscrit à ce PINS. Oui. Non. Et ni à parce que ce n'est pas la CGPME, pas plus que le MEDEF, qui va créer l'emploi. Ce ne sont pas les bien entendu les organisations syndicales représentatives du patronat français qui vont les décréter. En revanche, ce sont les chefs d'entreprise et leurs salariés qui feront vivre des entreprises qui se développent ou pas. Évidemment, mais il faut un certain nombre de données qui ne sont pour l'instant pas totalement là, c'est-à-dire un marché qui reprend, des baisses de charges qui continuent et une dépense publique qui baisse. C'est pour ça qu'ils se battent. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et je crois franchement que le MEDEF y croit vraiment et que c'est vraiment devenu une priorité pour les employeurs, il faut le dire. C'est pas simplement quelque chose qui est vécu comme étant une contrainte. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur la situation sociale de notre pays. Émission rediffusée à 22h35. Merci à nos invités d'avoir participé à ce C'est dans l'air. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 17h45, nouvelle émission en direct. Et auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Passez une très bonne soirée sur France 5. À demain. Merci.